Bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue à nouveau dans un Facebook Live de Hope Toys. On est ravis d'être à nouveau avec vous. On espère que vous avez passé un super été. Oh, si peut-être vous avez de la chance que vous êtes en train de profiter encore des derniers jours de vacances. Je suis Sarah Garcia, bonjour à tous, chargée des projets chez Hope Toys. Et aujourd'hui, notre live sera dédié à la discussion autour du développement psychomoteur de l'enfant. Et pour cela, nous avons la chance d'avoir deux experts avec nous. Je ne suis pas seule à l'écran, vous les voyez bien. Je suis avec Aurélien D'Ignacio et Juliette Martin, deux psychomotriciennes et aussi deux auteurs du livre Sans idée pour développer la psychomotricité des enfants, un livre paru en 2018 et édité par les éditions Tom Pouce. Donc, bonjour Aurélien, bonjour Juliette. Bonjour. Donc, bon, tout d'abord, remercier à tous les deux de votre présence et de votre temps, d'avoir accepté l'invitation. Et également, remercier Alain Royer d'édition Tom Pouce pour la mise en relation. Bon, c'est grâce aussi à lui que ce live est possible. Et avant de commencer le live avec une partie un peu théorique, hein, des bases de qu'est-ce que c'est la psychomotricité, de la partie un peu des bases théoriques, je souhaiterais que vous puissiez vous présenter un peu brièvement, d'abord Juliette et après Aurélien. Eh bien, bonjour à tous. Je m'appelle Juliette Martin. Je suis psychomotricienne depuis une dizaine d'années maintenant. J'exerce principalement au sein de mon cabinet libéral en région parisienne. J'interviens également dans un institut médico-éducatif, aussi appelé un IME, auprès d'enfants déficients intellectuels. Et puis, je suis chargée d'enseignement au sein des deux IFP, donc des deux instituts de formation des psychomotriciens à Paris, à l'ISRP et à la Pitié-Salpêtrière. Voilà. Super. Et Aurélien? Ouais, c'est assez similaire. Donc, psychomotricien depuis une bonne douzaine d'années. J'exerce à la fois en cabinet libéral avec Juliette Martin en région parisienne et en hôpital de jour auprès d'adolescents avec autisme. Et je suis aussi enseignant et formateur dans plusieurs écoles de psychomotricité. Super. On est bien accompagné, comme vous voyez, des experts avec plusieurs facettes et différentes casquettes. Donc, ça va donner une vision d'ensemble et va pouvoir répondre, ils vont pouvoir répondre à vos questions. Donc, du coup, je vais vous laisser avec eux et après, je reviendrai pour la partie des questions-réponses. À la fin, on va laisser environ 20 minutes pour que vous puissiez interactuer et établir un dialogue avec nos invités. Donc, je vous laisse avec eux et je vous dis à tout à l'heure. Merci. Okay, bonjour à tous. Je ne vous vois pas, mais j'imagine qu'au travers le chat, on aura peut-être l'occasion d'interagir. Je vais faire une petite introduction, mais super rapide. Hein. Je ne vais pas du tout vous plomber de théorie et on va très vite aborder des aspects pratiques et concrets. Mais je voulais prendre juste quelques instants pour parler du mot psychomotricité, que finalement, je ne trouve pas si clair que ça au premier abord. Parce que la psychomotricité renvoie à la fois à un concept et à la fois à une profession. Le concept, finalement, c'est d'avoir accolé le terme psycho et motricité ensemble. Psycho, donc qui renvoie aux aspects et aux sphères psycho-affectives et cognitives, et motricité qui renvoie finalement au mouvement. Et donc le concept, c'est d'avoir accolé ces deux termes sans trémillion l'un avec l'autre. Et ça se vérifie dans le développement psychomoteur de l'enfant, où on constate que les compétences motrices suivent les étapes de construction de l'intelligence. Donc là, c'est très piagétien, mais plus l'enfant s'expérimente corporellement, manipule, expérimente son environnement, et plus finalement il a accès à des représentations de plus en plus élaborées, des façons de réfléchir, de concevoir l'espace, le temps, etc. Finalement, donc considérer pour nous l'individu avec une facette motrice et une facette plus psychique, cognitive, psycho-affective ensemble, c'est ce qui nous permet de considérer l'individu à la fois d'un point de vue fonctionnel, ce que la personne, enfant, ado, adulte ou personne âgée, est capable de faire, de réaliser avec son corps, mais tout autant que la considérer sur un versant expressif.
comment la personne est capable de communiquer par son corps, interagir avec son corps, gérer ses émotions par l'intermédiaire de son corps. Donc, c'est une vision un petit peu globale de l'individu au travers de ces deux facettes qui font le postulat de la psychomotricité, de façon assez conceptuelle. Après, ça renvoie aussi à une profession. Le psychomotricien ou la psychomotricienne, diplômé d'État, avec un décret de compétence, un référentiel d'activité, professionnel de santé, qui travaille sur prescription médicale et qui intervient sur les troubles psychomoteurs. Donc, nous allons tenter de repérer, d'observer, de quantifier lorsque c'est possible, voire même, idéalement, de rééduquer et ou de compenser. Mais alors justement, ces troubles psychomoteurs, dans quelle rubrique nous allons les observer? En tout cas, quel est notre champ d'expertise? Quelles sont les catégories de l'individu que nous allons essayer de scanner avec notre regard de psychomotricien? Donc évidemment, à commencer par la motricité, qu'il s'agisse des coordinations globales, des dissociations, de la coordination entre l'œil et la main, de la motricité beaucoup plus fine, de manipulation d'objets, en allant jusqu'au graphisme. Toute cette motricité est sous-tendue par le tonus, c'est-à-dire ce niveau de contraction musculaire toujours présent chez l'individu qui soutient la posture et le mouvement et qui s'actualise en temps réel selon les émotions également du moment. On voit que notre tonus, nos états musculaires ou tonico-émotionnels sont très parlants au niveau corporel. Donc, on va toujours avoir ce regard croisé entre cette motricité fonctionnelle, ce que je peux faire au niveau usuel, fonctionnel, adaptatif dans la vie quotidienne, mais aussi cette motricité relationnelle, comment je me comporte avec l'autre, comment j'interagis par l'intermédiaire de mon corps, éventuellement par l'intermédiaire de mon tonus, etc. Je ne rentre pas plus dans le détail. On observe cette motricité. On observe également, on a une fonction psychomotrice, on parle de fonction psychomotrice dans ces grands domaines psychomoteurs que nous investiguons, la latéralité notamment, c'est-à-dire qu'on observe les dominances usuelles de l'œil, de la main, de la jambe, et on observe si c'est suffisamment fonctionnel, si c'est suffisamment établi pour l'enfant selon son âge de développement. Donc toujours un carrefour entre quelque chose, un processus neurologique qui est la latéralisation, et quelque chose d'usuel qui est l'adaptation quotidienne, l'utilisation du corps dans son environnement. Et notamment dans les apprentissages scolaires, c'est pourquoi un petit peu nous sommes là aujourd'hui. Donc motricité globale, motricité fine, graphisme, latéralité, organisation dans l'espace et dans le temps. Donc ça, Juliette va en parler dans quelques instants. Le schéma corporel et l'image du corps, ça peut faire partie de nos spécificités. Pour faire très simple, l'observation du schéma corporel et de l'image du corps, on va tenter de repérer si l'enfant a suffisamment conscience de son corps, selon son niveau d'âge, et quelle est l'image qu'il a de lui-même. Donc c'est assez complexe comme concept, mais on assiste souvent, dans le cadre des troubles des apprentissages, à des enfants avec une image dévalorisée d'eux-mêmes, ou une faible estime de soi. Et ça, c'est le psychomotricien notamment qui peut essayer d'agir, de le repérer d'une part, et d'agir dessus. Voilà, en gros. Pour finir un peu sur cette introduction, vous connaissez maintenant les fonctions psychomotrices, les domaines psychomoteurs que nous investiguons. Il n'y a pas que les troubles psychomoteurs, il y a aussi des syndromes un peu plus larges dans lesquels viennent se surajouter des troubles psychomoteurs. Je pense notamment aux troubles du neurodéveloppement. Ce sont des appellations parfois un petit peu fourre-tout lorsqu'on n'est pas familiarisé. On parle des troubles 10, on parle des troubles des apprentissages. Donc c'est très large, ça dépend des classifications. Ce que je veux dire par là, c'est que dans ces troubles du neurodéveloppement, il y a des aspects de type maladresse motrice pathologique ou maladresse gestuelle. On parle de dyspraxie développementale ou de TDC, trouble du développement de la coordination, où ce genre de prise en charge peut faire partie du champ de compétences du psychomotricien. Dans les troubles du neurodéveloppement, il y a aussi les personnes avec autisme qui peuvent suggérer des troubles moteurs, sensoriels, psychomoteurs associés. Il y a le haut potentiel intellectuel également, où on peut retrouver des particularités au niveau corporel, sensoriel, cognitif assez atypiques. Il y a les troubles plus psychiatriques, qui sont parfois un bon reflet de la relation psychocorporelle qu'il peut y avoir lors d'une difficulté. Toutes les pathologies liées au vieillissement, mais on ne va pas s'attarder dessus, car au vu des questions, c'était surtout des parents et des enseignants qui étaient là. Voilà pour cette introduction. Vous me poserez des questions si certains aspects n'étaient pas clairs.
Alors, pour être dans la continuité de ce qu'a dit Aurélien, là, il vient de finir sa petite présentation en parlant des troubles des apprentissages, hein, communément appelés la famille des 10, hein, la dyslexie, la dysorthographie, la dyspraxie. Ça va renvoyer à des difficultés durables, vraiment des difficultés qui vont être d'une grande sévérité, qui vont nécessiter la pose d'un diagnostic par un médecin spécialisé. Donc, c'est vrai que ça correspond, selon l'INSERM, on est environ à 5% des enfants scolarisés, donc c'est quand même assez commun, hein, ça veut dire à peu près un enfant par classe. Mais aujourd'hui, on va un peu élargir le propos parce qu'on n'était pas forcément destiné à ne parler que du handicap, que des troubles psychomoteurs, mais plutôt d'élargir la discussion autour même des difficultés d'apprentissage. Là, on entend par là des difficultés qui peuvent être d'intensité bien moindre, hein, qui peuvent aussi être passagères, mais qui vont quand même nécessiter une petite stimulation, un petit coup de pouce, en tout cas un regard privilégié pour aider l'enfant au mieux à pouvoir entrer dans les attentes de l'école qui sont lire, écrire, compter, mais aussi s'organiser, se concentrer, s'exprimer. Donc, et là, ça va pouvoir toucher ces difficultés d'apprentissage selon l'INSERM, environ 20-25% des enfants. Donc là, on est à un quart, un cinquième. Donc c'est vrai que ça peut correspondre à pléthore d'enfants. Donc on va montrer que le travail du psychomotricien et l'étayage des enseignants et des parents va pouvoir aider bon nombre d'enfants et pas seulement ceux porteurs de troubles. Voilà. Alors, pour commencer, on voulait pouvoir aborder avec vous la notion du corps dans les apprentissages, parce que c'est vrai que en tant que psychomotricien, et puis lorsqu'on a dû écrire ce livre, on s'est beaucoup questionné sur la place du corps dans ces apprentissages. Et c'est vrai que la première image peut-être qui vient quand on imagine l'école, c'est on imagine un enfant qui doit rester assis, avec quand même des contraintes corporelles qui sont quand même importantes. On l'imagine assez passif, qui doit être dans une écoute prolongée de l'enseignant. Donc on voit à quel point la dimension corporelle, elle est relayée au second plan par rapport à toute l'activité intellectuelle. Et au mieux, l'engagement corporel, il va être au service. Le passage à l'écrit va permettre la restitution des acquis. Mais on envisage le corps vraiment comme celui qui permet de montrer et pas celui qui permet d'apprendre. Donc, on le sait, Aurélien, il l'a repris au début, même bon nombre d'auteurs ont montré que le corps, l'intelligence, elle naissait de l'expérimentation, de ce couplage entre l'action et la sensation pour pouvoir petit à petit rentrer dans des choses beaucoup plus abstraites. Si on reprend même l'exemple des notions spatiales, même mathématiques, pour pouvoir les appréhender, l'enfant il a besoin d'abord de rendre ça palpable, tangible le plus possible, pour pouvoir après aller vers l'abstraction et juste la mentalisation. Donc c'est vrai que on comprend que le fait d'avoir un déficit dans ce socle de base qui sont les fonctions psychomotrices va pouvoir retentir pleinement sur la mise en place des apprentissages et donc la réussite scolaire. Donc on va reprendre ensemble avec Aurélien peut-être point par point chaque fonction psychomotrice, comment ça se traduit et quelles répercussions du coup ça peut avoir à la fois dans l'épanouissement de la personne, de l'enfant, et aussi dans sa réussite scolaire. Je te laisse prendre la suite. Oui, je parlais un petit peu de motricité. Ça peut être une bonne entrée en matière pour faire ce lien entre une fonction psychomotrice déficitaire et un trouble des apprentissages. Sans qu'il y ait forcément une corrélation de cause à effet entre les deux. En tout cas, les deux vont rajouter de la complexité, j'imagine, dans la prise en charge et le vécu de l'enfant. En tout cas, pour reprendre nos fonctions psychomotrices un petit peu axées motricité, ça semble évident que si l'enfant a peu conscience de son corps ou est mal latéralisé, d'ailleurs, même s'il est bien latéralisé et rien que d'être gaucher, ça peut déjà poser des soucis d'adaptation. Si sa motricité globale ou fine est déficitaire, s'il a des raideurs, qu'il a du mal à maintenir sa posture de façon prolongée dans le temps, qu'il cherche sans cesse à se repositionner, à bouger dans tous les sens, si sa concentration, son attention s'en va tout le temps, s'il n'y a pas cet ancrage un petit peu corporel pour se préparer à l'apprentissage, c'est sûr que ça va poser des difficultés. Toujours d'un point de vue fonctionnel et matériel, des maladresses motrices, ça va se voir tout de suite en EPS,
mais également en géométrie, avec règles, compas, objets usuels, dès lors, surtout lorsqu'on va devoir être dans des aspects constructifs, de construction, d'interaction entre l'œil qui va guider la main dans un but planifié, ce sera souvent très compliqué, on appelle ça les praxis notamment, mais ce sera également très difficile pour l'image de l'enfant qu'il va renvoyer vis-à-vis de sa famille, vis-à-vis de ses pairs, vis-à-vis de sa norme d'âge. Il y aura toujours ce carrefour finalement entre la difficulté relationnelle et fonctionnelle. Donc ça se voit beaucoup au travers de la motricité, qui est un très bon indicateur de développement, la motricité. On a tendance à relayer les cours de sport et de PS un petit peu on le priorise moins que l'aspect à la connaissance directe des apprentissages fondamentaux, alors qu'en fait, ils ont tout autant parfois d'importance pour l'équilibre de l'enfant à un niveau psychocorporel et finalement pour être disponible dans les apprentissages beaucoup plus élaborés, les apprentissages savants, tels qu'on pourrait dire de façon un petit peu simplifiée. En psychomotricité, par rapport à ces difficultés de motricité, comment est-ce qu'on pourrait travailler? Pour vous donner comme ça quelques pistes, en tout cas une représentation. Donc nous, on fait beaucoup, évidemment, on va donner un coup de boost au développement psychomoteur. En première intention, on pourrait se dire que si on détecte une difficulté en motricité, on va tenter de renforcer, d'entraîner une compétence déficitaire ciblée. Mais avec le plaisir en toile de fond. A priori, l'enfant, quand il sort de la salle de psychomote, il a passé un bon moment. Idéalement, il ne s'est même pas rendu compte qu'il a vraiment travaillé, notamment pour les plus jeunes. Mais on peut passer une séance avec un petit moment au bureau, mais un petit moment debout, un petit moment sur un mur d'escalade, un petit moment sur un trampoline, on revient au bureau, on va maintenir comme ça l'attention de l'enfant avec des séquences très courtes, agréables et variées. Au niveau de la motricité, on va faire des parcours psychomoteurs. On va utiliser des médiations artistiques. On peut travailler sur les sous-bassements de la motricité, le tonus, l'équilibre, l'agilité, le renforcement musculaire, tout comme on peut travailler directement sur l'activité qui est déficitaire, si on peut le faire dans la salle de psychomotricité. Voilà, en gros, on fait aussi beaucoup de relaxation, de détente corporelle, pour finalement que l'enfant ait accès à ses états internes du moment. Ah, tu vois, là, tu es agité. Comment tu peux faire pour te détendre? Tu es un petit peu stressé. Qu'est-ce que tu pourrais faire pour alléger un petit peu cet état désagréable, cet état un petit peu anxieux? Comment tu peux te tenir dans ton corps si tu n'es pas très à l'aise? Donc, on a plein d'angles comme ça d'attaque par rapport à la motricité. Que ce soit la relaxation, la détente, les parcours moteurs, directement sur la tâche ciblée. On appelle ça top-down ou bottom-up, ce qui correspond au sous-bassement finalement de la tâche motrice, de l'activité ciblée, avec le plaisir pour garantir l'aspect motivationnel tout du long de la séance. En gros. Par rapport à l'espace et le temps et le graphisme, Juliette, tu peux peut-être en parler un petit peu? Oui, bah alors je vais continuer peut-être avec le graphisme, qui est quand même dans la continuité de ce que tu viens de dire. En termes de graphisme, d'écriture, on va voir différentes choses. Lorsqu'on éprouve des difficultés d'écriture, on peut à la fois avoir une écriture qui est lente, c'est-à-dire que ça va être la vitesse qui va être impactée. On peut avoir également une écriture qui est plus ou moins lisible, ou entachée de fautes d'orthographe. Donc là, ça va être plutôt ce qu'on appelle la qualité de l'écriture qui va être moindre, ce qui est attendu à son âge. Et ces difficultés d'écriture, elles ne vont pas seulement impacter le geste. On voit à quel point, lorsque l'écriture, elle n'est pas automatisée. Automatisée, ça veut dire qu'elle demande un effort, une attention sur l'acte en lui-même, la calligraphie, comment je fais le geste. Je ne vais pas pouvoir libérer mon attention sur d'autres éléments. Ma mémoire va être surchargée. Imaginez-vous, je prends l'exemple, quand on apprend à conduire, au tout début, on est obligé de se concentrer pour passer les vitesses, on est obligé de se concentrer sur ses rétroviseurs. On n'est pas du tout disponible pour écouter de la musique ou pour parler à un interlocuteur dans l'habitacle. Et ben, ça va être pareil. Imaginez un enfant qui passe son temps à se dire, à devoir faire attention, je monte mon trait, je fais une boucle, je redescends, je m'arrête ici. Il va pas pouvoir se concentrer sur le contenu qu'il est en train d'écouter. Il va pas pouvoir se concentrer pour planifier, pour raisonner. Pour produire, pour élaborer si c'est une production. Donc, ça va vraiment impacter sa scolarité. Plusieurs études ont prouvé que lorsqu'on avait des difficultés d'écriture, on va du coup moins bien mémoriser parce qu'on va moins écrire.
on va moins s'entraîner, on va avoir tendance à faire moins d'exercices parce que, donc du coup, les acquisitions vont se faire moins facilement, en tout cas pour certains, hein, qui vont pas pouvoir compenser. Ils vont être pénalisés lorsque l'on va les noter parce qu'ils vont avoir des évaluations incomplètes ou parce qu'ils vont avoir, ils vont être moins bien notés au niveau du soin, au niveau des fautes orthographiques qu'il peut y avoir, qui peuvent venir se surajouter. Et puis, et ça c'est très invalidant pour les classes supérieures, ça a été prouvé qu'il y a la qualité des productions va être moindre. Et donc, parce qu'en fait, ils vont avoir du mal à élaborer, à continuer d'élaborer parce que le geste ne va pas assez vite. Il va y avoir une rupture comme ça dans le processus d'élaboration. Ils vont perdre leurs idées au fur et à mesure qu'ils écrivent. Et donc ça devient très, très invalidé dans les classes supérieures. Donc on voit que les difficultés d'écriture, elles sont quand même très invalidantes. Et donc, on va avoir une action importante à ce niveau-là. Alors, comme l'a dit Aurélien, on a toujours deux façons de procéder qui sont à la fois venir renforcer les sous-bassements. Les sous-bassements de l'écriture, c'est notamment la dextérité digitale, où on va aider à pouvoir mieux délier les doigts, pouvoir ajuster la force qui est imprimée au niveau des doigts pour mieux réguler son tonus. On va aussi avoir une action, tout ce qui est de l'ordre de la discrimination, hein, visuelle, tactile. Donc ça, je le reprendrai peut-être un peu plus tard en détail en donnant des exemples. Et puis, on va aussi avoir une action directement sur l'écriture, que ce soit dans la phase d'apprentissage, aider l'enfant à réapprendre chaque lettre, la formation de chaque lettre, et puis par la suite, dans des techniques beaucoup plus spécifiques pour aider à la fois à écrire plus vite, à enchaîner certaines lettres, pour aider aussi à mieux prendre l'information visuelle, des techniques assez différentes pour pouvoir vraiment répondre aux difficultés ciblées de l'enfant. Concernant l'espace, c'est vrai que c'est un concept un peu compliqué. Alors, je vais essayer d'être la plus pédagogue possible. Donc, il y a plusieurs types d'espaces à considérer. On peut considérer en premier quand même qui est l'espace d'action. La question qu'on peut se demander, c'est comment l'enfant bouge, comment il se repère dans son environnement. On l'a vu, c'est très, très intimement lié à la façon dont il a pris des repères corporels. Hein. Les premières notions spatiales, elles vont s'intégrer à partir, alors, dans le langage du psychomotricien, on parle du corps propre, pas du corps qui est bien lavé, hein, mais du corps qui a été bien intégré. Donc oui, on va pouvoir, à partir de son axe, comprendre les notions de devant, de derrière, de droite, de gauche, et on va voir que ces repères que l'on va d'abord appréhender sur son propre corps, on va pouvoir progressivement les projeter dans l'espace feuille, dans l'espace qu'on appelle perceptif, qui ne sera plus manipulable. Donc là, on voit que cette fonction de l'espace, d'être capable de s'orienter, c'est le terme technique, s'orienter dans l'espace, elle va être très sollicitée dans la vie quotidienne déjà, et aussi après en mathématiques et de façon plus transversale, et dans les sciences, dans l'histoire géo. Donc on voit à quel point c'est important de pouvoir avoir des bons repères sur soi pour après pouvoir les transposer dans des domaines qui sont plus complexes. Une autre dimension qui reste toujours dans l'espace d'action va être la question de comment je vais pouvoir m'adapter aux distances, à la place dont je dispose. Et là aussi, cette capacité que nous on parle d'adaptation, de structuration spatiale, elles sont très importantes, que ce soit dans les jeux moteurs, dans les activités sportives, dans la cour de récréation, mais aussi dans mon organisation, dans mon espace du bureau, quelle place, comment je m'organise sur mon bureau avec mon voisin à côté. Donc on voit que ça va aussi avoir une incidence après sur sa disponibilité pour se mettre au travail. Et puis il y a des espaces, dont j'ai parlé, l'espace perceptif qui est vraiment très en lien avec la vision, l'acuité, comment je vois, mais aussi comment je fais travailler mes yeux ensemble, la motricité conjuguée des yeux, c'est comment mes yeux arrivent à se focaliser ensemble. Et ça, je vais en avoir beaucoup besoin. Alors là, c'est plutôt donc les ophtalmos et les orthoptistes qui sont vraiment les spécialistes en ce domaine, mais en tout cas, ça va avoir un impact sur le développement psychomoteur et du coup sur notre travail à nous, parce que c'est indispensable pour reconnaître les formes, pour reconnaître les tailles, les orientations, les directions. Et on voit à quel point ce sont des choses qui sont très importantes dans les apprentissages pour reconnaître les formes, les unités graphiques, les ponts, les traits inclinés, les boucles. Et ça va être indispensable pour après rentrer dans l'écriture, dans la lecture des lettres, des chiffres,
Donc, on voit à quel point cette notion d'espace doit être suffisamment maîtrisée pour après être transposée. Et enfin, Aurélien en a déjà un peu parlé, il y a l'espace qu'on appelle constructif, c'est lorsque là j'ai besoin de manipuler. Lorsque je dois manipuler les objets, on voit que ça renvoie à la coordination de l'œil et de la main, comment j'appréhende mon espace, et ça va renvoyer au fait qu'on est sans arrêt en train de manipuler. À l'école aussi, en tout cas j'espère, de plus en plus, on doit manipuler pour pouvoir intégrer les notions, et on voit qu'un enfant qui a du mal à pouvoir prendre des repères, que ce soit dans un espace graphique, hein, avec le crayon, de pouvoir reproduire des figures, de pouvoir reproduire une copie de modèles, mais aussi pouvoir après manipuler des objets. Je pense à plus tard en physique-chimie, lorsqu'on va devoir faire des circuits électriques, ou est-ce qu'on va devoir faire des projets en technologie. On voit à quel point ce n'est pas directement lié à la pédagogie, au contenu pédagogique, mais il faut avoir un socle suffisamment solide en amont pour pouvoir rentrer dans l'apprentissage secondaire. Voilà. Et pour dynamiser un petit peu cette fin d'exposé, pour laisser la place aux questions, je me suis dit que ce serait peut-être une bonne idée de vous faire une démonstration de quelques exercices psychomoteurs qu'on propose dans le livre. En fait, le livre, il est super simple. C'est les grands thèmes psychomoteurs, des définitions théoriques très simples, les repères d'âge, pour que le parent puisse situer finalement dans le développement psychomoteur typique où pourrait se trouver son enfant, sans être alarmiste, avec bien sûr les seuils où on respecte bien sûr les particularités individuelles de chaque enfant qui vont évaluer à leur rythme. Mais il y a quand même des seuils qui peuvent évoquer une suspicion et qui nécessiteraient un bilan. Donc du coup, à chaque fois, les apports théoriques, les repères d'âge et les exercices pour cibler telle ou telle compétence. Donc par exemple, là, on a choisi, comme on pouvait le faire à distance, de parler des fonctions exécutives. Pour ceux qui n'ont pas entendu parler, pour faire très simple, hein, c'est les fonctions cérébrales un petit peu supérieures du cerveau qui permettent ces planifications, inhibition, flexibilité. Donc c'est un petit peu compliqué. En tout cas, c'est ce qui permet à l'enfant d'élaborer un plan d'action, de l'analyser, de suivre ce plan, et éventuellement de le vérifier. Donc c'est ce qu'on demande très souvent à l'école. Donc c'est pour ça que nous, les psychomotes, on aime beaucoup travailler les fonctions exécutives, mais pas forcément comme les neuropsychologues ou autres professionnels de santé, nous, très par notre abord corporel. Comment être capable de s'inhiber, de planifier corporellement, dans l'espoir de pouvoir transférer cet apport par les exercices dans le quotidien, dans les apprentissages scolaires. Faisons un petit exemple, ce sera mieux qu'un discours. Juliette va me servir de cobaye et je vais vous expliquer en fait qu'est-ce que je fais travailler dans cet exercice. Donc, c'est un exercice de rythme. Alors, on a fait la répétition, ça rame énormément. Donc, ne pensez pas que Juliette a un gros trouble psychomoteur, c'est le décalage de vidéo. Soyez adulte. Voilà, je vais faire un rythme. Juliette va d'abord l'écouter et elle va essayer de passer la balle à ce même rythme. Je commence par du simple. Quand tu veux. Parfait. C'est déjà pas facile en soi hein, pour les enfants très jeunes. Là, on est peut-être vers entre 6 et 12 ans quand on travaille sur les fonctions exécutives. Je vais varier le rythme. Donc, vous voyez que tout de suite, il y a un effort attentionnel. Attention auditive couplée à de la motricité. Donc, une légère situation de double tâche. Double tâche qui est omniprésente à l'école. J'écoute pendant que j'écris. Je pense aux lettres que je forme, je pense au sens que j'écris. En même temps, j'ai la consigne, en même temps, j'ai mon voisin qui bouge et j'entends dans la cour les enfants qui crient. Je suis sans cesse en situation de multitâche à l'école. Donc, intéressant de travailler ça. Je fais une variation. Quand tu veux. Okay. Donc, trouble psychomoteur ou retard dans la vidéo, on laisse les auditeurs seuls juges. Impeccable. Donc, en tout cas, j'ai complexifié la séquence motrice, ce qui implique un niveau de planification supérieur. Vous voyez le petit temps de latence de Juliette avant de commencer, elle planifie. Éventuellement, elle peut faire des erreurs et c'est intéressant de voir si l'enfant prend conscience de son erreur au regard de ce qu'il entend, donc une sorte de feedback, de rétro-contrôle dans l'action pour se corriger, voir s'il est du coup capable de flexibilité mentale par la même occasion, dans le registre des fonctions cognitives. Une tâche un petit peu plus élaborée au niveau moteur, est-ce que cette fois-ci, ce sera des lancers de balles? Est-ce que tu peux lancer la balle d'une main à l'autre, s'il te plaît? Et pendant qu'elle fait ça, donc c'est une tâche visio-motrice, c'est-à-dire qu'on coordonne les informations visuelles qu'on capte par la vue avec la sensation du mouvement, une intégration visio-motrice. D'accord?
et je vais lui demander de compter, sans regarder ce que je fais, de compter le nombre de fois où elle entend les petits bruits. Peut-être que vous l'avez fait en même temps. Juliette, combien tu en as perçu, entendu? Alors 8, mais j'ai pas un bon son. 8, c'était ça, excellent. Donc, les gars qui se complimentent en même temps. Mais donc là, intéressant, fonction exécutive plein pot. Maintenir la consigne en mémoire de travail, attention plus ou moins soutenue dans le temps, mémorisation, je l'ai dit, mais là, beaucoup de la concentration et attention partagée. Voilà. Donc ça, on peut le faire pendant un parcours psychomoteur avec des exercices comme ça. Là, on l'a adapté pour la cognition. Mais c'est le genre de dispositif qu'on peut proposer en séance, car il peut y avoir un retentissement transférable et généralisable vers les apprentissages. Surtout si après, on fait un exercice qui se rapproche beaucoup plus clairement d'une situation scolaire, pour essayer de favoriser ce transfert, ce transfert de compétences. On pourra en faire un dernier que tout le monde peut faire derrière son écran. Ça commence très simple, je pense aux enfants les plus jeunes. En fait, c'est pas si simple que ça. On va dire orientation spatiale peut-être 6 ans, en tout cas un petit peu plus jeune, mais après ça va se complexifier. Je vais donner des indications spatiales avant, arrière, droite, gauche, haut, bas. Et Juliette va devoir montrer, et vous aussi derrière votre écran, si vous n'avez pas peur du ridicule, vous faites la même chose. On commence très simple, haut, gauche. Alors, pour vous, pour moi. À gauche, d'accord. Droite, arrière, devant. Ok, c'était juste pour être sûr. J'ai l'impression que vous n'êtes pas nombreux à le faire, mais là, ça va se complexifier un petit peu. Je pourrais faire ça par séquence. On travaille plus la mémoire de travail, c'est-à-dire cette petite mémoire à court terme. Gauche, gauche, haut. Clac, clac, clac. Ok. Avant, bas, droite. Vous avez compris l'idée. Et là, je vais complexifier pour travailler sa flexibilité. Je vais induire un changement de consigne qui va la forcer à planifier. Quand je dis haut, vous allez devoir montrer arrière. Si je dis droite, vous allez devoir montrer gauche. Si je dis devant, vous allez devoir montrer arrière. Vous faites l'inverse. Oui, c'est ça. Vous faites l'inverse. Attention. Droite. Bas. Arrière. Impeccable. Maintenant, je vais le faire en séquence, encore plus dur. Donc, à chaque fois, il y a les exercices par niveau d'âge. Pour pas que vous proposiez des choses impossibles, mais adaptées à l'âge à chaque fois. Attention, droite, droite, bas. Bon, impeccable, vous avez compris. Haut, bas, devant, droite. Magnifique. Donc, elle planifie, elle est attentive, elle n'est pas psychomote pour rien, mais vous avez compris l'idée d'un exercice psychomoteur qui implique une organisation cognitive, une planification pour produire une réponse motrice et comportementale adaptée aux contraintes, aux exigences du contexte, avec une possibilité de se corriger si nécessaire, toujours sous couvert d'un exercice un petit peu ludique, un petit peu rigolo, même si là, ça peut paraître un petit peu austère à cause de la caméra. Voilà pour nous. On remercie Optoys pour la présentation et les éditions Tom Pouce et Alain Royer de nous avoir proposé l'édition et la conception de ce livre avec les fonctions psychomotrices, les repères théoriques, les repères d'âge et les exercices pour renforcer telle ou telle compétence. Et nous sommes disponibles pour des questions si besoin maintenant. Merci Sarah. Merci beaucoup Aurélien, merci beaucoup Juliette. J'avais coupé le micro pendant votre intervention parce que moi je me suis retrouvée à faire l'exercice. Et effectivement, c'était pas si évident que ça. Ça méritait travailler beaucoup des fonctions exécutives à la fois, donc c'était bien. C'est des conseils et des idées, si je ne me trompe pas, à partir de l'âge scolaire, à partir des 3 ans dans votre livre, non? Pas forcément. Il y a aussi des choses. Lorsque c'est pour la motricité, on a repris pour les tout petits, hein, pour l'apprentissage de la marche. Après, les sans idées, c'est quand même une collection qui s'intègre plutôt dans le champ des apprentissages. Donc, on a quand même après accès un peu plus, mais voilà, on a quand même repris des choses pour la stimulation du tout petit avant l'entrée à l'école. Super. Parce que c'était une des questions qui est venue à plusieurs reprises, de dire est-ce que le livre aborde à partir de 3 ans? Mais non, c'est aussi pour les tout petits.
Très bien. Merci à vous tous. Vous êtes très dynamiques et très nombreux à y participer. Merci d'avoir aussi joué les jeux parce qu'il avait plusieurs qui disaient mais bien sûr que j'ai fait les exercices. Moi aussi, je participe, donc c'est top. J'ai noté aussi les inquiétudes autour de la concentration. Et c'est normal parce qu'on est à la fin de l'été et donc du coup, il y a des parents et des enseignants qui sont intéressés pour le lien entre la psychomotricité et la concentration. Alors, est-ce que il y a des idées à donner, des pistes de travail? Ouais, alors c'est un vaste. Je vais essayer de faire très court, hein, mais on parle finalement des préconisations pédagogiques pour maintenir la concentration des élèves. Donc c'est pas une mince affaire. En tout cas, souvent à la fin de nos bilans, on donne comme ça des pistes d'aménagement, de préconisations pédagogiques, et on voit qu'on peut les découper finalement ces préconisations en mesures environnementales, corporelles et sensorielles, pédagogiques et cognitives. Mais pour donner des contenants, en fait. Et c'est super, je trouve, d'avoir des contenants, comme ça chacun peut réfléchir à ses contenus. Mais je vais donner quelques exemples. Au niveau environnemental, c'est un petit peu bateau, hein, mais c'est dans quelle mesure est-ce que l'enfant qui a des difficultés de concentration peut être dans un environnement hypostimulant, avec une diminution des distracteurs visuels, auditifs, les voisins, la fenêtre. En tout cas, on va essayer de protéger comme ça l'environnement pour préserver un petit peu de concentration. Donc ça, c'est un exemple au niveau environnemental, la place stratégique dans la classe. Au niveau corporel et sensoriel, c'est l'enfant, s'il a par exemple un trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité, ou si tout simplement c'est un enfant qui aime bouger, ça va être très dur pour lui de maintenir cette position assise pendant toute la durée du cours ou de l'intervention pédagogique. Comment répondre à son besoin de mouvement tout en préservant un contexte adapté? Bien sûr. Est-ce qu'il y a un moment où il peut aller courir dans le couloir et revenir? Est-ce qu'au niveau sensoriel, il peut avoir une assise gonflée d'air, un petit coussin sensoriel, un objet à manipuler? Est-ce qu'il peut battre des jambes? Est-ce qu'il peut distribuer des copies? Est-ce qu'il peut effacer des tableaux? Est-ce qu'il peut satisfaire son envie de mouvement dans un cadre adapté à la classe et à l'enseignant? Donc, on donne comme ça quelques idées. Au niveau pédagogique, est-ce qu'il y a un tableau de comportement? Pas pour le punir, mais pour renforcer les efforts, pour valoriser les réussites. Est-ce qu'il y a un petit rappel des consignes? Comme ça, si son attention décroche et qu'il ne sait pas quoi faire, eh ben, il sera peut-être moins tenté de faire un petit peu n'importe quoi parce qu'il ne sait pas quoi faire, parce qu'il aura un rappel, une séquence de la tâche à produire. Est-ce qu'il y a des renforçateurs? Ça, j'en ai parlé. Et enfin, au niveau cognitif, là, c'est des stratégies. En fait, ces enfants-là, on va être tenté de leur apprendre des petites stratégies. Par exemple, la soliloquie ou le langage intériorisé. Être capable de planifier dans sa tête, c'est une sorte de méthodologie de résolution de problèmes. L'enfant, on va essayer de le former à cette stratégie de « il y a un problème, comment je vais faire pour m'organiser pour y répondre? Par quoi je vais commencer, puis ensuite, puis ensuite ?» C'est la planification, et ça va diminuer l'impulsivité et ça va renforcer la planification avant. Donc, j'ai presque fini. Ça aussi, ça peut renforcer finalement les capacités attentionnelles. Au niveau cognitif. Le stop, seek and go. Arrête-toi, réfléchis à comment tu vas t'y prendre, fais-le. Stop, seek and go. Ça, ce sont des astuces, des stratégies pour diminuer l'impulsivité et renforcer les capacités de concentration et finalement d'autogestion. Dans des termes un petit peu compliqués, c'est la méta-réflexion. Apprendre à l'enfant à prendre conscience de ses états mentaux et ses états internes. Donc ça peut être utilisé pour des enfants qui n'ont pas de trouble de l'attention. Hein. En classe, pour canaliser la classe, d'avoir un panneau stop. On écoute la consigne, on écoute, et maintenant on agit. Tout ce qui peut comme ça matérialiser ces moments de stop, d'écoute, des petits rituels qui peuvent être mis en classe et qui ne sont pas destinés qu'à des enfants qui sont porteurs de difficultés, mais qui peuvent aussi servir aux grandes classes en général. Bien sûr. Juste pour finir, moi je ne crois pas en c'est interdit de bouger, c'est interdit de parler, vous devez vous concentrer. Je ne crois pas à ce genre de choses, hein, je pense que les enseignants aussi. J'adhère volontiers à la prise de conscience qui implique la stratégie. J'ai pris conscience que mon attention avait décroché, qu'est-ce que je peux faire? J'ai conscience que j'ai trop envie de bouger, qu'est-ce que je peux faire? J'ai conscience que là j'ai envie de parler à mon voisin, que j'ai perdu le fil, qu'est-ce que je peux faire à ce moment-là? Quelle stratégie j'ai à ma disposition dans mon petit cerveau de 6 ans, 7 ans, 8 ans, avec la collaboration de l'enseignante qui est au courant de ces difficultés
et au moyen d'aménagement pédagogique, de stratégie, d'environnement bienveillant, qu'est-ce que je peux faire à ce moment-là? Et justement, cette prise de conscience me fait penser à une des questions qui a été posée à plusieurs reprises autour de la gestion des émotions. Donc, du coup, il y a un lien entre la psychomotricité et la gestion des émotions dans cette prise de conscience. Comment vous la travaillez? D'une part, avant de pouvoir gérer ses émotions, il faut être capable de les reconnaître. Qu'est-ce que c'est qu'une émotion? Pour les enfants, des fois, c'est très abstrait comme notion. Donc, c'est vrai qu'en psychomotricité, on va prendre le temps d'expliquer voilà, ce qui se passe corporellement, comment ça se traduit, et puis de voir, une fois qu'on connaît bien ces émotions, comment on peut mieux les exprimer. De comprendre aussi qu'il y a des degrés dans les émotions. On a le droit d'être fâché, c'est différent de se mettre en colère et de faire une crise, par exemple. De comprendre qu'il y a une gradation qui est possible et que le but de ne pas aller jusqu'au point, au summum de l'émotion. De trouver des façons de se réguler avant d'arriver dans ces émotions qui nous dépassent. Et après, on va essayer de développer des techniques pour réguler ces émotions, qui passent à la fois par le langage, être capable de verbaliser ce que je ressens, qui passe aussi parfois par une action corporelle. Si je sens que je suis énervée, comment je vais pouvoir me canaliser? Soit je vais aller me défouler parce que j'ai besoin que ça sorte, si j'ai une émotion, j'ai besoin d'exprimer un ressenti intérieur. Donc, je peux taper, mais je peux taper plutôt dans un coussin, dans un punching ball, plutôt que de plaquer une porte ou d'avoir un acte violent. Et puis, je vais aussi avoir une autre action qui va être de se détendre. Comprendre aussi quelle activité calme fonctionne chez moi. Et ce qui fonctionne pour moi, c'est pas forcément ce qui fonctionne pour l'autre. Donc aussi apprendre à se connaître et à voir en amont des situations qui peuvent poser des débordements émotionnels, qu'est-ce qui fonctionne chez moi. Parce que c'est pas dans les moments de débordement où je vais pouvoir être dans une réflexion. Là, c'est trop tard. Là, c'est le corps qui parle quand l'émotion comme ça me déborde et j'ai plus difficilement de retour. C'est tout le travail que je vais pouvoir faire en amont sur apprendre à me connaître. Quels sont les moyens qui fonctionnent chez moi pour me réguler, qui pourront ressortir dans les moments de crise. On va être beaucoup là-dedans. Oui, merci Juliette. Et ça répond vraiment à la question, donc c'est parfait. Il avait plusieurs questions autour de tout petit, donc une assistante maternelle, une personne qui travaille en crèche. Donc pour les moins de 18 mois, qu'est-ce qu'on peut faire pour accompagner, favoriser ce développement moteur? Je sais que c'est un peu large et qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais quelques pistes. Alors, déjà, en fait, à 18 mois, c'est souvent un peu l'âge charnière parce que on estime souvent qu'à 18 mois, on doit avoir acquis une marche autonome. C'est pas forcément le cas pour tous les enfants pour différentes raisons, mais globalement, il y a un avant et un après. On va dire que, en fait, il faut aussi se dire que l'enfant n'a pas besoin d'être occupé. L'enfant, si l'environnement autour de lui est suffisamment adapté à ses compétences, il va trouver comment s'occuper par lui-même. Donc souvent, ça rejoint ça, comment je peux occuper mon enfant. Je dirais plutôt comment je peux mettre à disposition les bonnes choses pour mon enfant. D'accord. Avant 18 mois, il faut surtout qu'il ait un espace pour pouvoir bouger en sécurité. Si jamais il a il peut pas se retourner, il est dans un espace où il est coincé de partout, et ben forcément, il va pas pouvoir se développer. Donc, je dirais déjà pousser au maximum ce qui est autour de toi, et tout ce qu'on lui met à disposition, ce sont des objets qu'il doit pouvoir manipuler sans crainte. Et lui-même va trouver des utilités. C'est par une interaction avec l'adulte qu'il va trouver comment on peut utiliser un objet. Il va d'ailleurs détourner souvent les fonctions auxquelles l'adulte voudrait l'utiliser. Il va être beaucoup dans une exploration sensorielle, le bruit qu'il peut faire, la couleur qu'il peut avoir en fonction de si on le met debout, si on le laisse tomber. Donc, je dirais qu'avant 18 mois, en fait, on n'a pas grand-chose à faire à part que d'être avec l'enfant et de se mettre à sa hauteur et de jouer avec lui. Prendre juste du temps pour pouvoir interagir et le laisser découvrir son environnement. Donc, la motricité libre, plutôt, non? Favoriser un environnement pour la découverte. Voilà, favoriser un environnement pour la découverte. Après 18 mois, il va aussi avoir besoin, alors ça bien sûr, ça perdure, mais le fait qu'il acquiert des nouvelles compétences, on va pouvoir, du coup, aller nourrir ces nouvelles compétences. Par exemple, à partir de 18 mois, souvent, ils sont dans une expérimentation, ils adorent déballer. Ils en mettent partout, ils sortent tout. On dit qu'ils jouent pas avec les jouets, mais qu'en fait, ils les déplacent, ils les prennent, ils les sortent. Parce qu'en fait, ils sont en train de mettre en place la notion de plein, de vide, de contenu, de contenant.
Donc là, je pense qu'il faut du coup les aider à élaborer ça en proposant beaucoup de supports, des cartons, des boîtes des transparentes, des boîtes opaques, des choses que l'on peut mettre dedans en sécurité, que l'on peut transvaser. Alors, c'est pas forcément du matériel onéreux, hein, c'est du coton, du papier, des lentilles. Après, je sais comme eux, ils ont des choses super si on veut aller du sable un peu particulier, des pâtes à modeler un peu particulières. Mais des fois, même les objets les plus simples, des bouchons, juste des choses qu'ils peuvent pas avaler. Mais après, à part ça, le fait de pouvoir mettre des choses à manipuler, remplir, vider, sont souvent les jeux que les enfants préfèrent au final. Hein? Merci Juliette. Un petit rappel sur les domaines d'activité de psychomotricien, parce qu'il a eu beaucoup de questions des particuliers, des parents qui disaient mon enfant est dysgraphique, est-ce que je vois un orthophoniste ou je vois un psychomotricien? Mon enfant a des troubles des spectres autistiques. Voilà, donc en fait, je pense que ça serait bien de dire quel type des profils, avec quel type de profil vous travaillez et un peu les frontières entre les différents métiers. D'accord. Dysgraphie, c'est le geste qui est coûteux. S'il a mal quand il écrit, s'il n'arrive pas à finir, s'il évite dès qu'il y a une trace à faire, ça va être plutôt le psychomotricien. L'orthophoniste, lui, il va s'intéresser à ce qu'on appelle le langage écrit, c'est-à-dire à la production d'écriture en lien avec la lecture, plutôt l'orthographe, la grammaire, voilà, la syntaxe des phrases. Donc, l'orthophonie, c'est vraiment quand il y a, c'est le langage qui pose souci, même si c'est à travers l'écriture. Mais ça sera vraiment le langage. Nous, on est vraiment du côté moteur par rapport à ça. Donc, un dysgraphique, normalement, un dysgraphique, il a des difficultés au niveau du geste. Si c'est, ça serait une dyslexie dans la lecture ou une dysorthographie si ça impacte l'orthographe. Voilà. Très bien. Et l'ergothérapeute travaillera aussi là-dessus, avec une spécialité d'aménagement matériel de l'écriture. Mais j'ai déjà, pour avoir discuté avec des ergothérapeutes, nous pouvons avoir des bilans et des rééducations relativement similaires sur la rééducation de l'écriture. Mais ils auront en plus la spécialisation des aménagements matériels, notamment l'écriture sur clavier numérique. Très bien. Donc, du coup, j'ai rebondi. La différence entre ergothérapeute et psychomotricien? Là, c'est presque un petit débat idéologique. Mais si je voulais y répondre avec quelques éléments, déjà, il faut savoir qu'on a pas mal de tests en commun. Donc, sur les magasins qui vendent les tests d'évaluation des enfants, la plupart des tests sont disponibles aux psychomotriciens et aux ergothérapeutes. Donc, si on a les mêmes tests, on observe à peu près les mêmes choses et on va être tenté de rééduquer un petit peu près les mêmes choses. Là, je parle dans le cadre des troubles des apprentissages. Donc, je pense que nous avons des compétences tout à fait transversales et moi, je l'assume complètement. Ils ont des spécificités, d'ailleurs, ils en parleraient mieux que moi, mais eux, ils vont être très branchés sur l'activité occupationnelle, les moyens d'adaptation, de réadaptation, l'appareillage, entre autres, mais ils ont également d'autres types de rééducation proches des nôtres. Autre chose aussi, il y a des recommandations de bonnes pratiques en termes de prise en charge des TDC, dyspraxie développementale, en termes de prise en charge de bonnes pratiques par rapport aux personnes avec autisme, etc. Et là aussi, déjà, on lit les mêmes études internationales de bonnes pratiques, parce qu'on a les ergots comme les psychomotes ont envie de s'actualiser. Donc, puisqu'on peut s'imprégner de la même littérature scientifique, je trouve ça normal que là aussi, ça transpire dans notre pratique qu'il y ait des similitudes. Une dernière chose, si on compare nos décrets sur le site gouvernemental, on a des champs tout à fait communs, pour ne pas dire identiques. Par exemple, nous, on a les troubles spatio-temporels. Eux, ils ont la rééducation temporo-spatiale. Donc, vous voyez, donc même sans jouer, on a vraiment des compétences communes. C'est pourquoi que le terrain neutre, c'est de prôner la pluridisciplinarité. C'est toujours les phrases très jolies, OK, on est tous ensemble. Voilà. En réalité, les parents qui ne sont pas au fait de tout ça vont chercher les professionnels les plus proches de chez eux ou ceux qui les ont conseillés, bien sûr. Et souvent, vous allez vous adresser aux professionnels qui ont des formations complémentaires en rapport avec l'activité de leur enfant. Et ça peut parfois être un psychomote et ou un ergo, même si dans notre histoire, dans nos traditions, évidemment, on a des nuances très différentes au point de vue théorique, mais ce n'est pas rare d'avoir des aspects de rééducation communs entre ces deux professions. Et voilà, pour moi, c'est un constat. Très bien, merci parce que ça
c'est un peu sur les champs, ces types de débat, et donc du coup, c'est bien de le mettre sur la table. Une question autour des astuces pour les enfants avec des troubles du spectre autiste. Donc, c'est une question assez large. Donc, du coup, en plus, déjà, le TSA, c'est assez large parce que c'est un spectre. Mais vu votre expérience, est-ce que voilà, le mieux, c'est de faire un bilan et une spécificité des choses pour chaque enfant, l'importance de la particularité? Est-ce que vous pouvez dire? Oui. Donc, pas évident, hein, sans savoir le niveau cognitif de la personne, son âge, est-ce qu'il parle ou est-ce qu'il parle pas, est-ce qu'il a des troubles du comportement ou pas, est-ce qu'il a des stéréotypies envahissantes ou pas. Parce que c'est bien de faire passer un bilan, mais si l'enfant avec autisme ne comprend pas la consigne ou ne comprend pas le sens ou n'a pas les codes sociaux pour comprendre ce qu'on attend d'elle, le bilan peut très rapidement être faussé ou ne pas capturer les éléments qu'on aimerait capturer comme dans un bilan standard. Oui. En tout cas, on préconise ce qui est maintenant très tendance, c'est les échelles, les questionnaires d'évaluation. Nous, on fait beaucoup passer de profils sensoriels, notamment, pour évaluer l'impact des particularités sensorielles dans la vie quotidienne de la personne. Et on s'intéresse aux aspects moteurs également. Super. Il demande aussi certaines questions autour de les seniors, c'est-à-dire est-ce que les psychomotriciens ils vont aussi travailler pas que avec toute la partie de développement, mais est-ce que également à la fin des vies? Alors, énormément, hein. Énormément de psychomotriciens travaillent dans le domaine gériatrique. Alors après, c'est vrai qu'avec ni Aurélien ni moi, nous sommes très spécialistes dans ce domaine, donc c'est vrai que c'est pas un domaine qu'on aborde ni dans l'ouvrage ni dans nos échanges, mais oui, il y a énormément de psychomotriciens qui vont intervenir dans ce champ-là. C'était pour rebondir sur un commentaire d'Elora qui avait écrit, donc c'était voilà pour confirmer ça. En tout cas, le travail des fonctions exécutives, il sera tout aussi valable auprès de personnes âgées, puisqu'on sait qu'ils vont avoir tendance à avoir un déficit à ce niveau-là, la stimulation cognitive, comme on l'entend souvent, tout le travail des parcours psychomoteurs pour la prévention anti-chute, tout à fait indiqué, toute la gymnastique douce, dès lors qu'on peut redonner du sensoriel, de l'information sur leur corps, de ces gens qui sont en fauteuil, alités ou peu mobiles, est toujours bienvenu pour elles. Et l'aspect ludique aussi divertissant est très souvent bienvenu pour les personnes âgées. Donc, du coup, aussi une autre question qui est venue à plusieurs reprises, c'était le replay. Donc, je vous informe qu'effectivement, si vous êtes aux États-Unis, comme il avait certaines, en Australie, on a eu en Martinique, on a eu des commentaires des gens qui nous suivent de l'autre bout de la planète. Donc, on est touché de voir qu'on a vraiment des followers de partout. Et donc, du coup, vous rassurez, cette vidéo sera un replay sur notre chaîne YouTube en Doptoys et également sur notre page Facebook. Donc, vous pouvez la revoir, partager et revoir 1000 fois. On va faire aussi un billet des blogs récapitulatif avec tous les conseils d'Aurélien et de Juliette pour que vous puissiez avoir un support écrit. Pour les malentendants, sur la chaîne YouTube, il a la possibilité de mettre les sous-titres, donc vous pouvez suivre comme ça le live. Et donc, du coup, rassurez-vous, il aura un replay. Et je voudrais vous remercier à vous deux, Aurélien et Juliette, de votre temps, d'avoir expliqué avec cette capacité pédagogique, parce que c'est bien sûr que c'est votre métier, mais pas tout le monde est en mesure d'expliquer avec la clarté que vous savez faire. On essaye. Merci en tout cas de nous avoir. Merci l'invitation. Et donc, du coup, un petit rappel sur les livres. On l'a mis par écrit, on vous a mis le lien, mais le livre, si vous pouvez le montrer, sans idée pour développer la psychomotricité des enfants, édition Tom Pouce. Il est disponible sur notre site www.optoys.fr. Donc voilà, c'est un excellent livre qui va aborder les bases et aussi les conseils au niveau de chaque étape de développement, pas que à partir des 3 ans, hein, c'est tout, et avec des petits exercices, avec des conseils sur les seuils. Donc voilà, c'est un super livre qu'on vous conseille vivement. Et aussi,
Pour la concentration, il y avait des débats autour des outils. Effectivement, sur Optoys, vous savez, les coussins dinaires, des sassis dynamiques, il y a plein d'outils adaptés. Donc, on rentrait sur notre site optoys.fr. Aussi un mot pour Édition Ton Pouce, Alain Royer, merci beaucoup d'avoir rendre possible ce live, de nous mettre en relation avec Aurélien et Juliette. Et je pense que je n'oublie rien, le replay, les billets, les remerciements. Donc, merci aussi à vous tous d'avoir été si nombreux. On était plus de 400 à un moment et des connexions depuis la francophonie entière. Donc, merci beaucoup et je vous dis à la semaine prochaine. On aura un live pour vous montrer notre salle et tout la partie plus de stimulation sensorielle. Donc, voilà, ça serait sur LinkedIn et chaque semaine, à nouveau, on reprend. Donc, chaque semaine, vous auriez des différents contenus, des différents experts avec nous pour aborder des différentes thématiques. Donc, belle rentrée à tous et à bientôt. Merci beaucoup. Merci Alain. Merci Élise Marie qui nous a bien aidés aussi. Et à la prochaine. Bonne continuation. Merci beaucoup. Au revoir.